Bonjour à tous, on va commencer dès maintenant parce qu'on a 1 heure et je sais que certains d'entre vous, à 13 h pile, il faudra vous déconnecter. Je m'appelle Claire-Marie Legendre, je travaille à l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux au CIUS de l'Estrichus. Aujourd'hui, on a une conférence très intéressante sur le lien thérapeutique. Vous allez voir, mon introduction ne va pas durer longtemps. Très, très vite, on va rentrer dans le vif du sujet avec Audrey-Jeanne et Corinne. On est dans un contexte ici plus de formation. On a 3 formations qui vont être échelonnées jusqu'à janvier 2023. Aujourd'hui, c'est la première. La deuxième sera plus sur l'implication des pairs en septembre 2022 et la troisième sur le développement du cerveau chez les enfants. Ce sera donné par une neuropsychologue, Sabrina Suffren, et ça sera en janvier 2023. C'est vraiment dans le cadre d'une programmation qui était à l'origine construite pour les intervenants CIP, mais qui a été offerte à des partenaires de manière plus large. Je vais laisser ma collègue Véronique Barrette de la santé publique de l'Estrie nous dire un petit mot là-dessus et ensuite on pourra débuter. Véronique. Bonjour, effectivement, Véronique Barrette. Je suis agente de planification, programmation et de recherche à la santé publique de l'Estrie. J'ai comme mandat là, le rôle de répondante régionale pour les équipes de services intégrés en périnatalité petite enfance, là, donc CIP, pour l'Estrie. En fait, au niveau de la démarche qu'on a fait, dans le fond, c'est suite à regarder avec les équipes là, CIP en Estrie, là, quel sujet qui pourrait être abordé là, au cours de la prochaine année dans le contexte de formation là, continue. On a fait ressortir là, les thèmes là, qui sont ressortis en priorité finalement. Et suite à ça, on a communiqué avec Claire-Marie de l'Institut pour voir là, comment on pourrait mettre en forme là, sous ces thèmes-là là, une formation continue pour les intervenants types, mais effectivement qu'on puisse peut-être l'élargir là, pour tous ceux qui sont intéressés là, au niveau de la petite enfance. Donc, suite à ça, Claire-Marie a interpellé là, les chercheurs selon les différents sujets. Et de là, a vu le jour là, les idées de midi-conférence. Donc, voilà. Et moi, je tiens aujourd'hui vraiment à remercier là, Claire-Marie et les chercheurs là, qui ont là, vraiment participé et qui se sont impliqués là, dans ce projet-là. Sans ça, là, ça n'aurait pas pu voir le jour et être possible. Donc, merci à Claire-Marie et les chercheurs et également merci de votre présence là, en grand nombre et je vous souhaite une belle conférence. Claire-Marie. Merci beaucoup, Véronique. Vous avez dû le remarquer, la présentation est enregistrée. C'est seulement la partie présentation, formation qui est enregistrée et qui sera disponible sur notre site, sur notre chaîne YouTube. On mettra le lien tout à l'heure dans le fil de conversation. La partie de questions qui sera vraiment à la toute fin ne sera pas enregistrée, ou elle sera coupée et ne sera pas rendue disponible. On est nombreux, on est déjà 137 et ça continue à se brancher. S'il vous plaît, fermez vos caméras, ça améliore grandement les enjeux de bande passante quand il y en a. Tous vos micros sont déjà fermés, fait que j'ai rien à dire. Je vais maintenant, sans plus tarder, présenter nos conférencières. Donc, Audrey-Jeanne Baudimoulin est chercheuse d'établissement à l'Institut de première ligne en santé et services sociaux. Corinne Nadeau est ergothérapeute au CIS de l'Outaouais et aussi en pratique privée. Elles sont toutes les deux intéressées depuis plusieurs années aux approches d'accompagnement des familles et sont formées à l'Occupational Performance Coaching. Elles ont notamment collaboré dans le passé à un projet qui visait à explorer l'utilisation d'une approche d'accompagnement à la fois avec les parents et les enseignants d'enfants qui présentent des troubles de traitement de l'information sensorielle. Donc, je vais fermer ma caméra parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas moi que vous êtes venus voir. Je vais laisser la parole à Audrey-Jeanne et Corinne. Merci Claire-Marie. Alors, c'est moi qui débute. En fait, notre titre, vous l'avez ici, développer le lien thérapeutique, une base essentielle pour accompagner les familles vers un changement durable. Il y a 3 mots-clés dans ce titre qui vont orienter la présentation d'aujourd'hui. Tout d'abord, le lien thérapeutique. Le lien thérapeutique qu'on va voir un peu comme un catalyseur de changement. Ensuite, il y a la notion d'accompagner, donc l'accompagnement, le coaching. Et il y a aussi la notion de changement durable. Changement durable dans le sens où la personne qui va être accompagnée, coachée,
va développer des compétences qui vont perdurer, qui vont dépasser la période de coaching et même se transférer dans d'autres domaines que le domaine qui aura été, pour lequel la personne aura été accompagnée. Donc, allons-y. Notre présentation va avoir 3 parties. On va commencer à parler d'accompagnement, comment est-ce qu'on conçoit l'accompagnement ou le coaching dans le cadre de la présentation aujourd'hui. Ensuite, on va élaborer sur quelques fondements théoriques sur lesquels reposent les approches de coaching. Et ensuite, on va poursuivre et ça va constituer la majeure partie de la présentation avec les concepts phares de l'Occupational Performance Coaching, OPC, et surtout les façons de les mettre en pratique. Claire-Marie l'a mentionné, c'est l'approche de coaching à laquelle Audrey-Jeanne et moi sommes formés comme ergothérapeutes. C'est une approche dans la grande famille de coaching qui a été développée par, en fait, une ergothérapeute en Nouvelle-Zélande. Et puis, l'OPC, c'est vraiment une approche qui vise à soutenir les parents, les proches aidants des enfants dans l'identification et la mise en pratique de changements qui favorisent le fonctionnement de l'enfant. Dans cette approche, l'expertise du thérapeute va reposer beaucoup sur son habileté à s'engager avec les parents, les proches aidants, de façon à amplifier le sentiment de compétence de la personne qui est accompagnée et surtout son pouvoir d'agir face à la situation de l'enfant. Donc, accompagnement, qu'en disent les écrits? Il n'y a pas de définition ou de description commune pour le terme d'accompagnement ou de coaching auprès des parents de jeunes enfants. Donc, ça peut amener une certaine confusion pour les intervenants et les chercheurs parce que le mot coaching ou accompagnement peut désigner une panoplie d'interventions qu'on pourrait en quelque sorte situer sur un continuum. Ou est-ce qu'à gauche, c'est un processus qui est dirigé par l'intervenant? Donc, on peut penser quand le thérapeute va fournir des informations spécialisées, quand le thérapeute va faire de l'enseignement aux parents sur la façon de faire avec son enfant, quand on va faire des démonstrations, du modelage, on va donner des recommandations, on va expliquer pourquoi. Donc, tout ce type d'intervention-là, on est plutôt à gauche de ce continuum. Tandis qu'à droite, on est dans une approche un peu plus relationnelle où est-ce qu'il y a davantage de partage du pouvoir entre le thérapeute et le parent. On est dans une approche qui est plus réflexive. On vise à développer le sentiment de compétence du parent. Donc, dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui, on se situe clairement plus à droite de ce continuum-là. Quelques définitions du coaching. Je ne vais pas les lire textuellement, mais je vais plutôt relever quelques mots-clés juste pour vous imprégner du sens qu'on donne au coaching et à l'accompagnement aujourd'hui. Donc, on va parler d'approche clinique relationnelle, comme on vient de le mentionner. On parle de faire équipe avec le parent ou la personne qui est coachée, accompagnée. On va encourager la réflexion. On va inciter à entreprendre un changement vers l'état qui est souhaité par la personne qui est accompagnée. Ça va être une approche qui est orientée vers des objectifs qui sont vraiment significatifs, vraiment valorisés par le parent. Ça va être une approche qui va être orientée sur les possibilités. Donc, on ne va pas rester toujours dans l'analyse des problèmes, mais on va essayer d'aller au-delà de ça et parler des possibilités, parler de ce qui est plus positif. On va miser sur les forces du client ou du parent ou de la personne qui est accompagnée. Et donc, voilà, ça met la table un petit peu pour ce qui vient. C'est vraiment dans ce type de concept-là qu'on va aborder le coaching ou l'accompagnement aujourd'hui.
Merci, Corinne. Donc, je vais prendre la relève pour commencer à vous expliquer quelques fondements théoriques. On ne veut pas parler des fondements théoriques trop longtemps, mais on trouvait que c'était essentiel de mettre la table quand même sur certains là, fondements de base sur lesquels s'appuient toutes les approches d'accompagnement. Fait que oui, l'occupational performance coaching, mais les autres approches d'accompagnement aussi. Puis, il y a une des autres définitions là, que Corinne n'a pas présentée, mais une définition de Ward et collaborateurs qui dit en fait que le coaching ou l'accompagnement, c'est basé sur une approche qui est centrée sur une pratique centrée sur la famille, qu'on met de l'avant l'approche collaborative et de partenariat dans le but de renforcer les capacités puis de renforcer l'autodétermination des personnes avec qui on collabore. Puis en fait, c'est les trois théories, là, pas trois théories, mais les trois fondements sur lesquels on veut se pencher un petit peu plus, mais quand même rapidement. Donc, si on commence avec l'approche qui est centrée sur la famille, en fait, l'approche centrée sur la famille s'est développée là, après avoir vu quelques lacunes d'avoir une approche uniquement centrée sur la personne ou sur l'enfant. Là, si on prend le cas, particulièrement des programmes CIP qui nous ont interpellés pour la petite formation d'aujourd'hui. Donc oui, c'est intéressant de s'intéresser à l'enfant, de le comprendre d'un point de vue complètement holistique, de savoir ses forces, ses difficultés, ses enjeux. Mais quand on adopte une approche centrée sur la famille, on veut élargir. Donc, on veut se rendre aussi à s'intéresser aux parents. Ça peut aussi inclure la fratrie. Ça pourrait même inclure d'autres membres là, de la famille élargie s'ils sont proches de l'enfant, s'ils s'en occupent, si pour eux, ça fait du sens de faire partie de cette approche-là. Donc, en gros, une approche centrée sur la famille, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est sûr qu'on a au moins 2 clients. J'aime pas beaucoup utiliser le mot client, là, mais vous allez comprendre, on a au moins 2 personnes qu'on veut s'intéresser grandement, minimalement, évidemment, l'enfant d'intérêt, mais aussi, je sais pas pourquoi ça va changer tout seul, mais aussi c'est le parent qui est à peu près toujours là, mais il pourrait en avoir plus parce qu'en effet, la famille ne se restreint pas uniquement à un enfant puis des parents, mais peut inclure la fratrie, la famille élargie ou autres membres de la famille. Donc, en fait, l'approche centrée sur la famille reconnaît notamment là, que la famille est le soutien constant et à long terme dans la vie de l'enfant. C'est pour ça qu'on veut avoir une approche qui prend en considération pas juste l'enfant, mais la famille dans laquelle il vit. La famille, c'est un élément qui pivot autour de l'enfant, donc c'est essentiel d'y porter attention. L'approche centrée sur la famille reconnaît aussi que la famille, c'est l'expert de l'enfant, qu'avec les interactions qu'ils ont au quotidien depuis que l'enfant est né, la très grande majorité du temps, ils connaissent mieux que personne, finalement, l'enfant. Ils comprennent, ils savent ses préférences, ses forces, ses enjeux, le contexte dans lequel l'enfant évolue autant dans la famille, mais des fois dans le milieu de garde, par exemple. Ils connaissent la réalité de l'enfant. Donc, toute cette expertise-là est vraiment essentielle. Puis l'approche centrée sur la famille reconnaît aussi que chaque famille est unique, puis ça va nécessiter donc une approche qui est individualisée. On peut faire le parallèle avec l'approche plus centrée sur une personne. C'est le même principe, on va individualiser à chaque personne, mais ici, c'est vraiment d'individualiser à chaque famille en considérant les besoins et les forces de tous les membres de la famille qui sont considérés dans l'approche centrée sur la famille. Donc, grosso modo, pour avoir une approche centrée sur la famille, ça nécessite un engagement actif de la famille dans toutes les étapes de l'intervention. Donc, à partir de l'évaluation, le plan, choisir les objectifs, choisir les stratégies qu'on va mettre en place les différentes stratégies, réévaluer, réajuster. On le fait toujours conjointement. Donc, dans le contexte du coaching, la théorie de l'autodétermination va guider notre compréhension de l'engagement du parent puis sa motivation pour l'atteinte des buts qu'il aura fixés pour son enfant. Selon la théorie de l'autodétermination, la motivation du parent à s'engager dans un comportement, dans un changement, ça va être grandement influencé par 3 besoins psychologiques de base que vous voyez ici. Donc, tout d'abord, le besoin d'autonomie, le désir de s'approprier et s'organiser soi-même son expérience, d'avoir la liberté d'agir en conséquence. Donc, c'est vraiment le sentiment d'être maître de sa vie,
de pouvoir exercer ses choix, de prendre ses propres décisions, puis se percevoir en fait comme étant la personne qui influence le plus ses circonstances de vie. Il y a aussi le besoin d'affiliation. Donc, c'est le besoin d'être relié aux autres, le besoin, en fait, de sentir qu'on existe aux yeux des autres, se sentir important, se sentir apprécié et investi par les proches. Et il y a une réciprocité dans les relations humaines. Ensuite, le besoin de compétences, donc le sentiment d'avoir un impact sur l'environnement puis d'être capable d'atteindre les buts fixés. Donc, c'est non seulement d'avoir les habiletés, mais vraiment d'avoir le sentiment qu'on possède ces habiletés-là et qu'on est capable d'y arriver, capable d'atteindre les buts. Donc, compte tenu que l'engagement du client va être grandement influencé par ses besoins psychologiques de base, le thérapeute va devoir être attentif à ces besoins-là et y répondre de façon à favoriser l'engagement chez le parent. Et pour notre dernier fondement théorique qu'on voulait pour mettre la table, c'est vraiment l'approche de partenariat avec le parent, mais aussi l'enfant. Donc, pour avoir un partenariat collaboratif, c'est sûr qu'il faut une relation collaborative entre deux partenaires qui sont impliqués dans le processus. Donc, ça implique qu'on respecte les choix de la famille puis ce qu'ils désirent. Mais au-delà de ça, en fait, c'est surtout de reconnaître aussi la pluralité des savoirs, notamment ce qui inclut l'expertise des parents. Comme je vous disais tout à l'heure, le parent arrive avec beaucoup de connaissances, beaucoup d'expertise par rapport à l'enfant, mais aussi par rapport au succès déjà vécu, aux ressources qu'ils ont autour d'eux, aux stratégies qu'ils ont déjà essayées, qui ont fonctionné ou qui n'ont pas fonctionné. Donc, le but, en fait, c'est que l'aidant, finalement, qui est le coach ou l'intervenant dans ce cas-ci, puis l'apprenant, qui serait ici dans ce cas-ci le parent, apporte chacun un morceau du casse-tête, puis en mettant ensemble leurs connaissances puis leurs habiletés, mais on va être capable d'arriver à quelque chose de plus grand. Donc, les stratégies les plus utiles vont émaner du parent, de ce qu'il connaît, de ce qu'il a déjà essayé, puis l'intervenant va le soutenir finalement dans la mise en place, dans la réflexion pour trouver ces solutions-là. Donc, l'intervenant aussi, comme je vous disais, évidemment, arrive avec son bagage de connaissances. Il peut être l'expert dans les soins et les services, dans le développement de l'enfant, les interventions basées sur les données probantes, mais le but, c'est vraiment de reconnaître, premièrement, l'expertise des parents, mais aussi d'aller la chercher. Donc, pour y arriver, des fois, c'est de donner des choix aux parents. Ça, c'est une première étape. Ça va être d'individualiser les stratégies qu'on va mettre en place. Ça va être de s'assurer de vivre des succès pour que les parents voient c'est quoi les succès qu'ils ont vécu puis qu'ils bâtissent là-dessus, qu'ils arrivent à un prochain niveau. C'est de partager l'expérience, mais de façon bilatérale. C'est pas souvent, on demande aux parents de se livrer puis de tout expliquer puis de tout nous dire ce qu'ils ont vécu, mais l'intervenant ne partage pas beaucoup. Fait que là, c'est de s'assurer qu'on partage des deux côtés, qu'on fait de la résolution de problèmes conjoints, qu'on prenne le temps pour que ces connaissances-là remontent, par exemple. Oh, excusez-moi. On va prendre une mini-pause pendant 1 minute. En fait, je vous invite à prendre un petit bout de papier, un crayon, puis de penser à une famille avec laquelle vous travaillez actuellement, ou ça fait vraiment pas longtemps que vous avez travaillé avec une famille. Donc, un cas réel, puis vous demandez comment vous avez reconnu, vous avez démontré les forces, les compétences des familles, de cette famille-là spécifiquement. Puis comment vous avez sollicité leur opinion ou vous avez sollicité les idées des parents avec qui vous avez travaillé. Donc, l'aspect, c'est comment on a démontré les forces, les compétences, puis comment on est allé solliciter leur opinion, leurs idées. Puis, je vous invite à réellement l'écrire sur un bout de papier. On va y revenir dans 20 minutes à peu près. Donc, comment vous avez démontré les forces, les compétences de la famille, puis comment vous êtes allé solliciter leurs idées. Je te passe la parole, Corinne. Oui.
Alors, on va maintenant entrer dans la partie qui concerne les concepts forts de l'Occupational Performance Coaching, OPC, et les façons de les mettre en pratique. Les concepts forts ici, ce qu'on entend par là, en fait, c'est qu'on va toucher à des compétences de thérapeute qui vont être plutôt du domaine du savoir-être. Et puis, les concepts forts vont refléter vraiment des valeurs, des idées, des principes fondamentaux pour accompagner le parent vers un changement durable. C'est sûr que le but, ce n'est pas de vous former à l'OPC, c'est une formation de quelques jours, mais on veut juste vous donner certains principes, certaines grandes lignes qui vont vous faire réfléchir, puis peut-être vous inspirer à faire certains petits changements quand vous intervenez avec les familles. Donc, au niveau, ici, non, juste avant, Audrey-Jeanne. Merci. Donc, on vous donne ici un aperçu de ces 5 principes qu'on va décortiquer ensemble. Je ne vais pas les lire, juste vous donner quelques mots-clés pour que vous ayez en tête de quoi on va parler. Donc, on va parler de partenariat à haut niveau de confiance. On va parler des buts significatifs qui vont refléter les rêves et les aspirations du parent pour son enfant. On va parler d'approches axées plus sur les solutions que sur les problèmes. On va discuter de qui est l'agent de changement dans une approche d'accompagnement, de coaching. Puis, on va parler un petit peu aussi de qu'est-ce que c'est l'expertise du thérapeute dans une approche de coaching. Ça ne serait pas étonnant, en fait, que tu vas trop vite pour moi, Audrey-Jeanne. Ça ne serait pas étonnant, en fait, que quand on discute de ces idées-là, il y a certaines choses qui vous questionnent, qui vous rendent perplexes, certaines choses qui vont vous interpeller plus que d'autres. Des fois, on a chacun notre propre style de thérapeute. Vous vous rappelez du continuum qu'on a présenté au début. Parfois, on est un style de thérapeute qui est plus directif, qui va aimer donner des conseils, qui va expliquer, puis plutôt diriger le parent, la famille dans ce qu'il devrait faire. Il y en a d'autres thérapeutes qui sont plus dans la lignée d'une approche relationnelle, comme on discute aujourd'hui. Alors, pour chacun des concepts qu'on va présenter, les 5, je vous invite en fait à faire une petite réflexion personnelle. On ne va pas revenir là-dessus, mais vous pourriez, si vous voulez, sur une échelle de 1 à 10, peut-être noter votre niveau d'accord ou votre niveau d'adhésion avec l'idée qui est discutée. Donc, juste pour votre propre réflexion personnelle. Allons-y avec le premier. Donc, en fait, le premier concept fort, un partenariat à haut niveau de confiance est essentiel au coaching et cette confiance est bâtie de façon intentionnelle. Pour discuter de ça, je vais juste vous mettre une situation, faire une mise en situation pour nous aider à réfléchir à ce concept-là. Donc, c'est Madame L qui a 4 enfants. Son 4e enfant, Liam, qui a 18 mois, est né prématurément et il présente des retards dans son développement moteur, même des signes de paralysie cérébrale, une asymétrie dans ses mouvements. Madame L est plutôt du genre à accepter son fils tel qu'il est. Elle n'est pas vraiment préoccupée par son développement. Puis, à la limite, elle a une certaine méfiance envers les professionnels de la santé, puis elle va se sentir parfois plus surveillée ou supervisée plutôt que soutenue. Donc, vous voyez que dans une situation comme celle-là, de développer un lien de confiance, ça va être particulièrement important. C'est vraiment dans une relation d'aide où est-ce qu'il y a un haut niveau de confiance que ça va permettre aux parents de se dévoiler réellement, de partager des détails qui vont être critiques à la situation. Si le parent ne nous fait pas confiance, il va plus avoir tendance à cacher de l'information. Il va trier l'information qu'il va dévoiler en fonction de ce qu'il croit que le thérapeute, ce qui va être acceptable pour le thérapeute ou pas. Donc, le lien de confiance est particulièrement important à développer. Quelques pistes pour nous aider à faire ça.
La première concerne l'écoute consciente. C'est le principe du mindful listening en anglais. Ça va au-delà, ça dépasse l'écoute active où est-ce que le thérapeute va vraiment écouter le parent, va refléter certaines situations, clarifier tout ça. L'écoute consciente, c'est d'être vraiment pleinement conscient comme thérapeute, de ce que le parent va exprimer. Puis, de ne pas penser à ce que nous, on va dire ou de ne pas chercher à amener la conversation là où on veut qu'elle aille. Et ça implique un lâcher-prise sur notre intention, puis ça peut être insécurisant parce qu'on ne sait pas où cette conversation-là peut nous mener. Mais c'est particulièrement important pour établir un lien thérapeutique avec de grande confiance. Une autre piste, d'utiliser plutôt des questions ouvertes, des questions réflexives, des questions qui vont permettre aux parents de réfléchir. Si on prend la situation que je vous ai donnée, on pourrait demander à Madame L, comment va Liam de votre point de vue? De quelle façon est-ce que Liam est différent des autres bébés de son âge? Qu'est-ce que vous avez observé dans ses mouvements quand il joue? Donc, on reste dans des questions ouvertes et des questions qui vont amener le parent à réfléchir. Une autre piste, c'est l'utilisation du silence. C'est vraiment ce qui va permettre aux parents de réfléchir et de ne pas rester en surface dans sa réponse. Ce qui est recommandé, c'est une bonne dizaine de secondes, 10, 15, même 20 secondes parfois. C'est long, ça, dans un échange avec un parent, c'est très long. Et puis, comme thérapeute, il y a toujours plein de choses qui nous passent en tête. On aurait envie de dévoiler plein d'informations, de partager nos observations puis notre analyse de la situation. Mais c'est important de laisser l'espace aux parents pour s'exprimer et pour réfléchir. Pardon. Ensuite, on va utiliser un vocabulaire qui est empreint d'empathie, de compréhension pour le vécu du client. On va faire attention de ne pas juger. Donc, on peut refléter à Madame L par rapport à Liam, vous faites des bonnes observations de votre fils. Ça doit être difficile parfois. Quel type d'aide est-ce que vous avez autour de vous? Ou parlez-moi de votre expérience de la naissance de Liam. Donc, on s'intéresse au vécu du parent et puis on veut s'assurer d'avoir des bons mots pour le parent. C'est important d'avoir dans tout ça la croyance profonde comme thérapeute que le parent fait du mieux qu'il peut avec les ressources qu'il possède. Donc, il faut croire que le parent qu'on a devant nous est capable et nous, comme thérapeute, on veut faire ressortir cet aspect-là. Le deuxième concept fort, les buts significatifs des clients reflètent l'accomplissement de leurs rêves plutôt que la résolution de leurs problèmes. Donc, le point de départ du coaching, de l'accompagnement, ça va être d'établir des buts qui sont significatifs pour le parent, des buts par rapport au fonctionnement de son enfant. Pour faire ça, on va vraiment aller avoir une conversation avec le parent qui concerne ses aspirations pour son enfant, c'est quoi ses rêves et ses désirs, qu'est-ce qui est vraiment important pour le parent par rapport à son enfant. C'est ce qui va permettre aux parents là, d'augmenter ou faire émerger sa motivation pour s'engager et se mobiliser vers le changement et donc vers le but là, qui aura été identifié. En ce sens-là, cet échange-là avec le parent, ça va transcender là, la résolution du problème ou l'absence d'incapacité. Donc, on ne veut pas juste régler un problème, on veut vraiment voir à quoi le fait que la résolution du problème chez l'enfant va accéder. Est-ce qu'on parle de quelle façon ça va apporter un bien-être pour l'enfant et la famille?
Donc, on va aller dans cet échange-là susciter l'enthousiasme, la passion, aller chercher la petite étincelle chez le parent. Des exemples de questions qu'on peut utiliser pour vraiment faire ressortir les valeurs du parent au lieu des problèmes. Donc, ça pourrait être des questions comme « Qu'est-ce qui est le plus important pour vous et votre enfant en ce moment? À quoi ressemblerait le scénario idéal pour votre enfant? Comment voulez-vous que ça soit pour votre enfant dans 1 an ou dans 6 mois? Et puis, ça serait quoi les étapes qui vous mèneraient vers cette aspiration, ce rêve, cette vision que vous avez pour votre enfant dans le futur? Plus concrètement, on pourrait dire, demander à Madame L, décrivez-moi comment ça serait avec votre enfant s'il n'y avait pas de défi, à quoi ressemblerait son quotidien? Ou comment imaginez-vous votre enfant jouer avec les autres, avec les autres frères et sœurs, avec les autres enfants de la garderie? Donc, on va faire ressortir les valeurs et ce qui est hautement valorisé, important pour les parents. Pour ce qui est de la troisième concept fort, qui s'intitule « Les incapacités mènent rarement aux solutions. Les stratégies peuvent émerger d'une multitude de sources ». Il est étroitement lié au deuxième concept fort là, que Corinne vient juste de vous expliquer, mais ça va un petit peu plus loin. En fait, c'est l'aspect de, oui, en tant qu'intervenant, c'est important d'être conscient de la situation de l'enfant, s'il y a des problématiques, s'il y a des vulnérabilités au niveau de son développement, par exemple. Mais ce n'est pas nécessairement ça la base. Puis l'essentiel en coaching, ce n'est pas de faire une évaluation approfondie puis de comprendre toutes les forces et les faiblesses de chaque enfant. En fait, l'essentiel, c'est d'aller susciter des solutions auprès du parent. Donc, ça apparaît dans un drôle d'ordre, je vais tout faire apparaître. Donc, les solutions ne vont pas émerger nécessairement là, des connaissances spécialisées d'un professionnel. Donc, c'est de nous sortir de on est habitué, on va se dire, de notre habitude de dire « j'ai fait une évaluation bonne et due forme, je sais qu'est-ce qui serait le mieux comme solution », mais les solutions peuvent arriver autrement. Puis l'accompagnement, en fait, va se baser, comme je vous disais, sur le savoir des parents pour qu'ils identifient eux-mêmes leur propre but, leurs solutions qui s'appliquent à leur situation. Fait qu'on va prioriser les buts des parents, pas ceux des intervenants qui ont été faits après une évaluation approfondie de chaque enfant. Donc, il va rarement avoir de tests standardisés ou détaillés là, pour expliquer le niveau de fonctionnement d'un enfant ou ses difficultés. C'est pas ça la démarche d'accompagnement, c'est vraiment de se fier au fait que les parents ont l'expertise, puis on veut les aider finalement à aller chercher des solutions qui ont en dedans d'eux. Puis, il y a différentes questions qu'on pourrait poser, puis on peut se poser à soi-même d'ailleurs, puis on peut poser aux parents pour s'assurer d'être en cohérence avec ce troisième concept fort-là. Puis la question, en fait, à se poser à soi-même en tant qu'intervenant, c'est peut-être, plutôt que de dire c'est quoi la solution ou c'est quoi la stratégie que cet enfant-là, qu'on devrait implanter pour cet enfant-là, ce qui est actuellement dans nos habitudes, mais plutôt notre question, ça serait comment puis-je créer l'opportunité pour susciter la réflexion de la part des parents? Donc, on se questionne sur les méthodes pour aller chercher la réflexion et la solution de la part des parents et non sur quelle est la solution. Puis les questions qu'on peut poser aux parents, très pratico-pratiques, si on reprend l'histoire de Madame L, qu'est-ce que vous avez essayé jusqu'à maintenant qui a fonctionné pour Liam? Même si c'était juste pour un petit instant, qu'est-ce qui a déjà fonctionné? Ou qu'est-ce que vous avez pensé déjà essayer avec Liam, mais que vous n'avez pas nécessairement encore fait? Bien, ça, c'est des solutions probablement qu'ils ont déjà en tête, ils ne l'ont pas encore mis en application, mais on peut se baser sur ces idées-là pour après ça créer là, un plan d'action avec le parent. Puis l'autre point que je voulais souligner ici dans le concept fort 3, c'est que toute action que le client, en fait, que le parent peut poser, qui peut faire progresser là, vers l'atteinte du but, est valable. Donc, ce n'est pas juste de réduire les incapacités de l'enfant. Donc, il y a un diagnostic, on va réduire ses incapacités, on va le développer au niveau
je sais pas, moteur, c'est parce que Liam, c'était au niveau moteur. Mais des fois, c'est d'éliminer certains obstacles à son fonctionnement ou à sa participation. Des fois, c'est de s'appuyer puis de bâtir sur des succès qui existent déjà. Puis surtout, je dirais, de valoriser les attributs du parent, comme sa motivation, qui, eux, ils peuvent être mis en évidence. Puis l'image que j'ai mise ici, c'est qu'en fait, quand les parents sont motivés, puis l'impression... Est-ce que vous pouvez éteindre votre micro, s'il vous plaît? C'est un petit peu dérangeant. Donc, quand les parents sont convaincus, sont motivés par rapport à une solution, ils vont être prêts à en faire énormément. Quand ça vient de quelqu'un d'autre, on n'a pas toujours cette motivation-là, puis peut-être que ça va être moins bien appliqué. Mais si ça vient d'eux, souvent les parents vont être prêts à mettre beaucoup d'énergie jusqu'à s'étendre d'un rocher à l'autre pour que l'enfant puisse passer. Donc, c'était l'image que je voulais mettre pour bien illustrer le troisième concept fort. Pour ce qui est du quatrième concept fort, qui est en fait que les clients sont les agents de changement et non pas les thérapeutes, en fait, c'est un changement de posture très, très, très important, mais qui nécessite notamment que le thérapeute croit réellement la capacité puis la compétence là, des parents pour qu'ils soient capables de trouver des solutions par eux-mêmes, qu'ils soient capables d'atteindre les buts. Fait que Corinne nous en a déjà parlé. Si on veut adopter une approche d'accompagnement qui est basée vraiment sur le continuum plus à droite, là, une approche très relationnelle, il faut croire que les parents ont réellement la capacité de le faire puis qui ont les ressources en dedans d'eux. Moi, j'y crois personnellement, mais si on n'y croit pas, ça sert un peu à rien d'avoir une approche d'accompagnement. Donc, c'est pour ça qu'on a dit que c'est un peu une condition préalable. Puis, ce concept fort-là, en fait, veut dire, puis c'est pour ça que j'ai mis l'image là en bas, que les clients sont les agents de changement et non les thérapeutes. C'est en fait que les clients ou les parents, c'est eux qui sont dans le siège conducteur. C'est eux qui tiennent le volant, qui ont les deux mains sur le volant de l'intervention. C'est eux qui choisissent où qu'on va. Si on tourne à gauche, on tourne à droite, on continue tout droit, on va plus vite, on va moins vite. Ils ont le contrôle. C'est vraiment eux les conducteurs. Puis, en tant qu'intervenant, nous, on est assis en arrière ou peut-être sur le siège passager. On va les soutenir, on peut les guider, on peut les aider, mais ce n'est pas nous qui est en charge. C'est vraiment les clients qui sont soit les conducteurs ou les agents de changement. Puis comme je vous disais, c'est un changement de posture très important pour les intervenants que vous êtes, ou en tout cas, peut-être que plus maintenant si vous avez déjà adopté cette approche-là ou vous êtes en cours, mais à la base, c'est un grand changement. Moi, personnellement, quand j'étais plus en clinique, je trouvais ça très, très dur. J'essayais, mon projet doctoral portait là-dessus. J'ai essayé très fort. J'ai trouvé que c'était très difficile de faire ce changement de posture-là, mais je voyais la plus-value. C'était vraiment intéressant, mais c'était quand même exigeant. Mais c'est aussi exigeant pour les parents. Bien, c'est aussi un changement de posture pour les parents. Les parents qui sont habitués d'avoir une intervention plutôt directive, c'est important de dire clairement l'approche qu'on va avoir. Si on a une approche plus d'accompagnement de type relationnel, c'est vraiment important d'être transparent puis d'expliquer aux parents pourquoi, puis c'est quoi la plus-value qu'on va faire en équipe ensemble. On va travailler ensemble, mais c'est pas vrai que je suis pas un expert. On va arriver chacun là, avec nos idées, puis on va travailler ensemble. Il faut s'assurer que ça convienne à la famille d'avoir cette position-là de conducteur de l'auto ou d'agent de changement. Puis pour certaines familles, ça va être naturel, ça va très bien aller. Pour d'autres familles, ça va être plus difficile. Il va falloir qu'on travaille plus fort parce que le client va être porté à retourner sur le siège en arrière puis à laisser le thérapeute conduire l'auto. Mais c'est important d'être au courant puis de le remarquer, puis nous aussi de faire preuve de réflexivité puis de dire « Oh, là, on se rend compte que le parent il est moins en contrôle. Qu'est-ce que je peux faire différemment? » Puis j'ai essayer de traduire là, une citation qui venait du livre là, du Occupational Performance Coaching. Je trouvais représenter quand même bien certains éléments là, qu'on vient de discuter, notamment le fait que pour avoir cette position-là de copilote là, ou de guide, finalement, c'est important d'apprendre à attendre, comme Corinne disait, de faire des vraies pauses, pas des silences de 1-2 secondes, mais d'être capable de tolérer des longs silences, d'investir le temps d'attendre aussi, le temps de se mettre à l'aise,
que les clients aussi deviennent de plus en plus à l'aise, puis qu'ils développent leur pouvoir d'agir, leur autodétermination. Ils se sentent de plus en plus à l'aise. Puis dans cette citation-là, ils disent même que les membres de la famille de la personne qui avait été coachée, finalement, je trouvais que ça avait changé la personne parce qu'il avait vraiment repris le pouvoir sur sa vie. Je trouvais ça beau. Donc, le 5e concept phare, 5e et dernier, l'expertise dans le coaching repose sur la façon dont nous entrons en relation avec les gens plutôt que sur ce qu'on sait d'eux. Donc, l'expertise du thérapeute dans une relation d'accompagnement, ça va être vraiment de mettre en lumière les connaissances du parent pour les valoriser. Ce qui est recommandé pour nous guider, en fait, comme thérapeute, c'est que 80% de notre attention pendant l'échange devrait porter sur les connaissances du parent. C'est quoi les connaissances qu'il a de son enfant? Et puis un 20% peut-être d'aller chercher dans nos propres connaissances qu'est-ce qui pourrait être enrichissant dans l'échange. Mais on va faire ressortir le plus possible les connaissances du parent envers son enfant. Audrey-Jeanne en a mentionné un petit peu, mais juste pour vous donner un peu des questions concrètes qu'on peut poser, on pourrait demander aux parents qu'est-ce que vous avez appris de cette situation-là ou qu'est-ce que vous remarquez quand votre enfant prend son repas? Qu'est-ce qui fonctionne bien pour votre enfant pour le mettre au lit, par exemple, si on est dans une situation où est-ce que la routine du dodo est difficile? Donc, on va faire vraiment aller chercher les connaissances du parent à travers ces questions-là. Un autre principe important, les gens en général, là, ce que les écrits disent, c'est que les gens vont être plus susceptibles d'intégrer puis appliquer une nouvelle information s'ils ont choisi de l'entendre. Donc, c'est vraiment recommandé de demander la permission aux parents avant de partager de l'information. Si on reprend un peu une situation où est-ce que le sommeil, l'endormissement serait difficile, la routine du dodo, on pourrait, par exemple, demander aux parents êtes-vous intéressé à en savoir un petit peu plus sur l'hygiène de sommeil? Aimeriez-vous connaître des stratégies que d'autres familles ont essayées pour favoriser la routine du dodo? Donc, on va demander la permission, on va avoir une plus grande réceptivité, une plus grande ouverture de la part du parent si on demande la permission. Ensuite, toute information partagée par le thérapeute contribue à diminuer le sentiment de compétence du parent. Donc, ça, c'est très important d'en être conscient parce qu'à chaque fois qu'on va donner son opinion, qu'on va prescrire des choses à faire, qu'on va donner des recommandations, ça va venir fragiliser l'autodétermination du parent et donc, par conséquent, là, ça va diminuer son engagement, sa motivation, sa mobilisation envers l'objectif qui a été atteint. Donc, il faut toujours être très, très prudent avant de partager une information spécialisée ou donner son opinion d'expert. Un autre fait qui est intéressant d'être conscient comme thérapeute, c'est que si une information qui est partagée par le thérapeute n'est pas compatible avec les valeurs, avec les croyances du parent, le parent va rejeter cette information-là et ne va pas nécessairement suivre la recommandation qui émane de cette information-là. Donc, c'est important de valider au fur et à mesure l'ouverture du client à recevoir, le client, le parent, à recevoir de l'information. Si on prend mon exemple de sommeil, on pourrait, par exemple, dire aux parents, une des conditions gagnantes rapportées par la littérature pour favoriser le sommeil des enfants, c'est de créer une routine constante avant de se coucher. Êtes-vous familier avec cette information-là? Voulez-vous en savoir plus? Donc, on est prudent avant de donner de l'information spécialisée ou de donner des recommandations ou notre opinion d'expert. À toi, Audrey-Jeanne. Oui, il faut que j'ouvre mon micro. Je voulais juste revenir, je vous ai dit qu'on allait revenir sur l'activité réflexive. On espère en fait que
en parlant des 5 concepts forts, je veux dire, là, on n'a pas fait un cours en profondeur sur l'accompagnement puis sur l'OPC, mais on espère que ça donne peut-être des idées si vous voulez adopter une approche plus relationnelle d'accompagnement, de trucs que vous pourriez mettre en place dans votre pratique. Fait en fonction de ce que vous aviez dit tout à l'heure, comment vous faites pour démontrer les forces, les compétences de la famille, bien maintenant, est-ce qu'il y a une ou deux idées, une ou deux pistes que vous pourriez faire de plus ou autrement avec la famille là, que vous suivez, que vous avez pensé? Puis même chose pour comment solliciter l'opinion et les idées des parents. Avec cette même famille-là, vous aviez noté tantôt déjà des choses que vous faisiez sur lesquelles on peut bâtir, déjà des succès. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire un pas de plus ou un petit peu autrement pour solliciter davantage l'opinion puis l'idée des parents? Fait que je vous encourage à l'écrire, à continuer à y penser, à le partager en équipe si vous êtes plusieurs de votre équipe là, au midi-conférence. Je ne suis plus capable de changer de diapositive. Je vais revenir juste parce que je me sens un petit peu dans l'obligation de revenir avec mon chapeau de chercheur, juste pour vous dire en 2 minutes de ce que les écrits en disent. Donc, on vous a parlé beaucoup de l'OPC. Juste pour vous dire que ça a été démontré comme étant là, très réaliste, faisable, acceptable d'être utilisé avec une variété d'apprenants. Donc, ça inclut les parents qu'on a beaucoup donné comme exemple aujourd'hui pendant le midi-conférence, mais aussi avec des éducateurs, par exemple, de milieu de garde, avec des enseignants au primaire, avec une diade. Donc, en fait, ça faisait un trio, un thérapeute, un parent, puis l'enseignant, donc que Corinne a testé il y a quelques années. Donc, juste pour vous dire qu'il y a vraiment une variété. Donc, ce n'est pas uniquement une approche là, pour un intervenant puis un parent, mais que ça peut être utilisé avec une variété de personnes. Là, je vous ai écrit ici ce qui fonctionne, ce qui a été testé en pédiatrie, mais l'OPC a aussi été testé avec des clientèles adultes, aînés, troubles neurocognitifs, neurodégénératifs. Donc, des fois, c'était des proches aidants, des fois, c'était les usagers eux-mêmes. C'est aussi, ça peut être utilisé aussi par une variété d'intervenants. Ce n'est pas parce que là, ça donne que ça a été créé par une ergothérapeute en Nouvelle-Zélande. On est 2 ergothérapeutes qui vous en parlent aujourd'hui. Ce n'est pas uniquement pour des ergothérapeutes. Là. Il y a des écrits sur des ergos, évidemment, des physios, des orthophonistes, des infirmières. En tout cas, il y a vraiment une variété d'intervenants. Mais je vais quand même mettre un petit bémol que la majorité des études sur l'OPC, c'est des études plus descriptives et observationnelles qui démontrent la faisabilité, l'acceptabilité d'utiliser l'OPC, que les familles sont généralement très satisfaites. Par contre, en termes d'efficacité, est-ce que c'est plus ou moins efficace qu'une intervention usuelle? Ça commence d'avoir des écrits scientifiques à ce niveau-là, mais ce n'est pas encore d'une rigueur à tout casser. Puis pour ce qui est de l'accompagnement plus en général, ce que je voulais vous faire vous sortir, c'est qu'il y a une utilisation de plus en plus importante des approches d'accompagnement. C'est très diversifié, comme on a dit tout à l'heure. Il y a des gens qui sont plus dans le directif, qui se disent faire du coaching ou de l'accompagnement. Il y en a qui disent que non, il faut être absolument dans une approche plus relationnelle. Je ne veux pas vraiment me positionner, je vais juste vous dire de faire attention quand on parle d'accompagnement, quand on lit sur l'accompagnement ou le coaching, de s'assurer à quoi on fait référence, parce que ce n'est pas tout le monde qui fait référence à la même chose, mais il y a quand même plusieurs effets documentés là, comme positifs, autant pour le parent, pour l'enfant, même pour le lien thérapeutique entre le parent et l'intervenant, comme quoi c'est bénéfique, mais qu'il faut s'assurer de quand même d'offrir des séances de suivi. Donc, même si on fait un bloc de services de type accompagnement pendant 2 ou 3 mois, si on arrête, bien, après quelques mois, l'effet va quand même s'estomper, comme à peu près toutes les interventions. Puis, comme je vous disais, c'est un changement super important de posture pour l'intervenant, puis aussi pour les parents d'absorber que des fois, cet intervenant-là n'agit pas comme tous mes autres intervenants que j'ai à mon dossier. Qu'encore actuellement, là, la majorité des intervenants agissent plutôt dans un rôle d'expert centré sur l'enfant, sur ses incapacités, dans un aspect plus directif, même si c'est de plus en plus, il y a de plus en plus d'intervenants qui adoptent une approche relationnelle et d'accompagnement, mais que adopter cette nouvelle approche-là, ça implique beaucoup de nouveaux apprentissages, ça demande beaucoup de pratique, ça demande du temps pour les intervenants de changer de paradigme. Comme je vous disais, je le dis moi-même, j'ai trouvé ça très difficile, puis je n'étais pas encore rendue à faire du coaching parfait. En fait, je ne sais pas si on peut y arriver.
mais dans la littérature, il souligne aussi le fait que si on veut tendre vers ça, c'est important d'avoir de la formation, que ce soit de la formation initiale au cégep à l'université ou de la formation continue pour les intervenants, parce qu'actuellement, c'est peu abordé dans les cursus. On va conclure avec quelques messages clés pour vous laisser avec une petite note qu'on espère inspirante pour vous. Donc, dans une approche d'accompagnement ou de coaching, encore une fois, l'expertise du thérapeute, c'est vraiment de mettre en lumière les connaissances du parent, les valoriser, encourager le parent pour qu'il trouve lui-même des solutions pour favoriser le fonctionnement de son enfant dans le quotidien. Et ça sous-tend vraiment que le thérapeute va croire en la compétence du parent. Il ne faut pas oublier que d'adopter un rôle d'expert en émettant des conseils, des recommandations, ça va fragiliser l'autodétermination du parent et donc son engagement et sa motivation, sa mobilisation pour l'atteinte des buts parce qu'il n'y a pas vraiment le sentiment d'avoir le contrôle sur la situation quand quelqu'un d'autre lui dit qu'est-ce qu'il devrait faire. Faut se donner le temps de développer un partenariat de confiance. On n'a pas toujours le luxe du temps, mais on cherche l'efficacité. Des fois, nos épisodes de service sont courts, on est limité, mais c'est particulièrement important là, de cultiver le lien thérapeutique. C'est ce qui va être un catalyseur de changement, c'est ce qui va être intéressant et efficace. De ne pas imposer comme thérapeute son propre plan ou son intention, mais suivre la direction du parent. On l'a souligné, des fois, ça peut être insécurisant parce que ça nous mène à quelque part d'inattendu, mais c'est on pense vraiment que c'est ce qui va amener un changement durable dans la vie de la famille, de l'enfant, du parent. C'est important de se décentrer des problèmes, pas juste rester dans l'analyse du problème, mais essayer de voir au-delà, c'est quoi le scénario idéal, c'est quoi les solutions. Des fois, quand le parent reste pris dans la description du problème, on peut l'amener en lui demandant « Parlez-moi d'un moment où ça a bien été. Parlez-moi d'une journée, d'une bonne journée. » Donc, on veut essayer d'aller chercher les bons ingrédients d'une bonne journée plutôt que de rester à analyser les problèmes. Ensuite, se décentrer des problèmes pour se centrer sur les solutions, comme je disais, et finalement faire émerger les rêves, les aspirations, les valeurs du parent pour son enfant. C'est ce qui va être porteur, c'est ce qui va favoriser l'engagement et la mobilisation. Donc, ça conclut notre présentation. On espère que ça vous a quand même inspiré un peu.